Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes dadas, c'est-à-dire les champignons et la mycothérapie. Depuis ma plus jeune enfance, mon grand-père m'a formé à ramasser des champignons et pour un ancien, il en connaissait 100 ou 200. Il en mangeait une bonne quantité et certains champignons qui en Lozère étaient courants mais peu consommés à l'époque. Toute ma vie, j'ai suivi une recherche sur les champignons et à un moment, dans mon apex, j'ai connu 800 champignons et supérieurs avec Carpophore. Je suis plus mycophage que mycothérapeute au départ. Et donc, je mangeais à peu près 200 espèces de champignons. Une fois, quand j'étais pharmacien à Chazelles-sur-Lyon, j'ai réuni les médecins du village et je leur ai fait une poêlée avec 150 espèces. Certains en ont pas mangé. Enfin, si, les médecins, oui, mais leurs femmes, pas toutes. C'était un peu rigolo. Je suis content de faire cette conférence aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dimanche, j'étais au congrès de l'ethnopharmacie à Metz. Et c'était hyper intéressant parce qu'on se rend compte que à l'heure actuelle, la mycothérapie, la mycologie et les principes actifs des champignons sont en train d'être vraiment étudiés, mais dans tous les pays et pas uniquement sur la tradition que jusqu'à présent on s'appuyait pour faire de la mycothérapie. La tradition, c'était quoi? Et en fait, c'est les Chinois et c'est les Japonais. Quand vous y voyez le mot take, ça veut dire champignon. Et on s'appuie sur la pharmacopée chinoise, on s'appuie sur la tradition sud-coréenne, on s'appuie sur le Japon et éventuellement un petit peu sur les pays du nord de la Russie pour quelques autres champignons aussi. Mais la mycothérapie n'était pas une panacée, n'était pas très connue et c'est dans les années 1985-1990 qu'un mycologue américain a lancé la première gamme de champignons thérapeutiques. Il faut comprendre que à l'heure actuelle, on a besoin de savoir et d'identifier les principes actifs et comment ça se passe à l'intérieur du carpophore et du mycélium. Un gros problème, c'est que certains laboratoires vont faire avec du carpophore, d'autres avec du mycélium. Je vais être très clair. C'est pas toujours les mêmes principes actifs qui sont dans le carpophore et dans le mycélium. Mycélium, c'est ce qui est sous la terre. Imaginez un pommier. Vous mangez la pomme, vous mangez pas le pommier et vous mangez pas le fumier qui est en bas du pommier. Toutefois, certains vulgarisateurs vont dire qu'il faut utiliser les mycorhizes, c'est-à-dire le mycélium. Je dis non. Par exemple, à un contradicteur dans une émission, je lui ai dit que je pouvais éventuellement le rencontrer. Moi, je mange 40 grammes de mycélium d'amanite phalloïde. Il mange 40 grammes de carpophore d'amanite phalloïde. On se donne rendez-vous 3 semaines après. J'y serai, pas lui. Le mycélium, à l'heure actuelle, pourquoi il y a des laboratoires qui vont plutôt utiliser le mycélium? C'est parce qu'ils utilisent la technique de fabrication des antibiotiques à base de pénicilline dans des gros fermentateurs pour pouvoir faire des tonnes de mycélium, sachant que en fait, pour nous, en mycothérapie, c'est le carpophore qui va être actif. Mais c'est évident que si vous avez une tonne de mycélium, ça va être beaucoup plus vendable et rentable que si vous ramassez quelques carpophores dans la forêt ou, par contre, parfois sur des champignons qui commencent à être récoltés, bien sûr, sur la tradition chinoise, mais également maintenant sur la France. Le trajet d'un champignon, en fait, il faut savoir que 90% des champignons bio que vous avez en France proviennent de Chine. Et il faut savoir que comme le Magne est une plaque tournante de cette technique de soins, en fait, tous les grossistes sont en Allemagne. Par contre, les Allemands sont très... ils s'occupent vraiment de tout ce qui est qualité, c'est-à-dire que vous allez avoir une absence de métaux lourds, vous allez avoir une absence de radioactivité et parfois vous pouvez même avoir une concentration du principe actif soit en glycane, soit en polysaccharide à l'intérieur d'un champignon où on aurait enlevé un petit peu tous les substrats.
Voilà pour l'introduction. Et donc, ça fait très longtemps que je travaille hein, la mycologie. Vous voyez, l'encyclopédie analytique des champignons. C'est super, mais c'est des photos. Et en fait, le problème des photos, c'est que on peut beaucoup plus se tromper sur une photo parce qu'en fait, elle ressemble à un seul champignon que sur un livre où c'est des gravures. Parce que la gravure, celui qui a fait la gravure, en fait, il veut vraiment expliquer quels sont les caractères externes du carpophore. Alors, je veux rendre hommage à Pierre Roux, parce que pourquoi? Vecteur Énergie est en Haute-Loire, et la Haute-Loire, en fait, c'est le pays des champignons. On est vraiment sur une typologie de terrain. On a du granit, on a du calcaire, on a des mélèzes, on a toutes sortes d'arbres. Et en fait, il faut savoir que les champignons sont toujours inféodés à une sorte d'arbre. Donc là, vous voyez, mille et un champignons. euh, Pierre Roux, pharmacien à Sainte-Sigolène, a écrit une Bible. Et en fait, il a passé sa vie à écrire ce livre que je recommande. On doit le trouver sur Internet. Même si, alors, les photos sont tout à fait correctes, tous les textes sont corrects. Après, faites attention parce que dans un champignon, on peut tout à fait avoir rapidement un des formes qui pourraient sembler le même champignon, mais qui n'est pas le bon champignon. Donc, si vous devez avoir un livre, moi, ma Bible, c'est le Mont Blanc. C'est un livre qui date des années 60 et c'est uniquement, vous voyez, des dessins. Et en fait, ces dessins vont vraiment mettre en place les caractères visuels du champignon. Bon, après, si on a un microscope, si on est capable de faire deux, trois petites touches avec de l'iode ou quelques réactifs chimiques, on va pouvoir identifier. L'important, c'est d'une part de ne pas ingurgiter les champignons toxiques, sachant qu'ils se ressemblent beaucoup. La manite phalloïde, par exemple, qu'on peut appeler Verna au printemps, et qui en fait est la même amanite et qui n'a pas un syndrome muscarinien même ou phalloïdien, mais en fait qui va avoir des principes actifs qui vont nous tuer assez facilement par nécrose du foie, nécrose hépatique, nécrose des reins, et qui va mettre 15 jours, 3 semaines à détruire nos tissus intérieurs. Donc la manite phalloïde, elle va être multiforme. Et en fait, à l'automne, quand vous allez ramasser des trichomes prétentieux, ben au milieu, vous risquez d'avoir une amanite phalloïde qui ressemble à un amanite, à un trichome prétentieux. Donc, toujours faire attention. Et quand j'organisais des sorties mycologiques, nul ne partait avec son panier sans que j'ai pu visiter son panier. Et il m'est arrivé plusieurs fois d'éviter quelques drames. Parce que il faut que deux ou trois carpophores d'amanite phalloïde, sachant qu'en plus les gens ils confondent l'amanite phalloïde et l'amanite du mouche, et que c'est pas toujours simple d'expliquer. Je reviens sur mon dernier salon, dimanche dernier, et où c'était vraiment très très intéressant. Pourquoi? Parce que c'était fait par des scientifiques. C'était l'ethnopharmacologie qui s'occupait des champignons et de l'utilisation des champignons depuis le début du néolithique et qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et qu'est-ce qu'on peut maintenant en faire? Sachant que la science ayant évolué, on peut à la fois trouver des traceurs à l'intérieur du carpophore, mais également les principes actifs, surtout par exemple le lantinane, des polysaccharides, le bêta-glycane, etc. Et à la fois trouver le traceur du champignon pour savoir que c'est le bon champignon au niveau chimique, mais également les principes actifs qui vont nous aider dans la suite à se soigner parce que le champignon contient 80%, 78%, je crois, de patrimoine génétique comme l'humain. En fait, on a plus de corrélation génétique avec un champignon qu'avec un chimpanzé. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, et vous verrez ma chute tout à l'heure, au départ, il y avait les fungi. Il y a eu
des algues, après il y a eu des lichens, qui étaient un mélange, après il y a eu les fungi, et à un moment on avait mis les fungi, les champignons dans les plantes. Mais on s'est rendu compte que c'était pas vrai parce que le champignon ne fabrique pas de cellulose, il fabrique de la chitine. La chitine, c'est ce que font les crabes, les langoustes et tout, et qui correspond à leur exosquelette. Donc en fait, si une plante a de la chitine et pas de la cellulose, c'est pas une plante. Et ces champignons qui sont très très proches de nous au niveau de ce qu'on est devenu, euh, va avoir une corrélation très grande et une efficacité très très grande avec nous-mêmes. Donc, il faut aussi savoir qu'il faut faire attention parce que tous les champignons sont efficaces. Moi, je mange des champignons frais toutes les semaines parce que j'ai l'impression qu'ils servent de prébiotiques, j'ai l'impression qu'ils me font du bien. Et comme j'en connais beaucoup, j'essaye de ne pas acheter trop de champignons du commerce. Et quand je peux en trouver des frais, je le fais. Vous voyez, par exemple, là, vous avez un guide, un livre qui est sorti en 1970 sur l'utilisation de la manite tue-mouche. Et la manite tue-mouche, qu'on pourrait croire un toxique puissant, mais ce n'est pas très puissant, c'est un syndrome juste panthérinien de la manite panthère, parce qu'il n'y a pas de muscarine à l'intérieur de la manite tue-mouche, va permettre de travailler sur l'homéopathie. Et là, je vais faire une petite digression au niveau homéopathique, c'est-à-dire que vous connaissez les principes de l'homéopathie. Si on administre à un homme sain un produit toxique, si on le dilue, ça va peut-être pouvoir agir pour travailler en profondeur et contrer sur une personne malade la problématique liée à sa maladie. Je vais prendre deux exemples. La manite tue-mouche, en fait, si vous en prenez, vous allez avoir beaucoup d'agitation, de mauvais rêves. Et en homéopathie, ça s'appelle agaricus. Tous les champignons s'appellent agaricus. Et même si l'amanite n'est pas classée dans les agaricus, puisque c'est une amanité, si on la dilue en 5, 9 ou 12 CH, elle va pouvoir être donnée sur des personnes qui font des délires, qui font des insomnies et qui font de l'agitation. Agaricus va marcher sur ce produit-là. Depuis que je suis sorti de la faculté de pharmacie de Montpellier en 1979, la mycologie a évolué. Par exemple, en 1979, le Paxil enroulé, qui est un champignon à lamelles, mais qui contient des spores qui ressemblent au bolet. Alors, on ne savait pas trop s'il fallait le mettre dans les bolets ou dans une classe à part, était comestible à l'époque. J'en ai mangé assez souvent. Et ben maintenant, il est classé comme mortel. Vous avez le tricolome équestre, qui est le canari, qui était considéré tout à fait comestible et qu'on s'est rendu compte qu'il faisait, alors c'est un mot que j'arrive pas à dire, amdouillit, un mot comme ça, une destruction des cellules, des cellules du muscle. Vous avez le gyromitre esculenta. Esculenta, ça veut dire qu'il est le meilleur dans la cuisine. Eh ben, le meilleur dans la cuisine, il est plus autorisé. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, le gyromitre est capable, chez certaines personnes, par des composés à base d'hydrazine, de créer des toxines et surtout une dermatite aiguë filamenteuse qui va arriver quelques jours, ou beaucoup plus tard sur le corps. Vous avez également le champignon le plus vendu à l'heure actuelle sur les marchés, le shiitake, et je me suis trompé là, je suis allé un peu vite, c'est le shiitake qui, cru, va pouvoir donner des dermites, mais une semaine, 10 jours, 15 jours après, c'est pas toujours identifié. Sur le gyromitre, pardon, je me suis un peu trompé, j'étais trop rapide. Le gyromitre, il donne pas des dermites. Le gyromitre, lui, il a un tropisme sur la maladie de Charcot. C'est-à-dire qu'il va mettre 10, 15, 20 ans à arriver au niveau du cerveau et de pouvoir détruire des neurones et par sa capacité antigénique. Parce que tout ça, ça fonctionne au niveau antigénique. Hein. Mon dada aussi, c'est l'immunologie. Et en fait, le champignon étant tellement proche de nous, c'est par des processus immunologiques que aussi bien des champignons classés comestibles que d'autres champignons vont en
par analogie entre l'antigène et l'anticorps, vont déclencher des réactions parfois mortelles chez la personne qui en consomme. Alors, à une époque, on mangeait un petit peu de champignons. Mais c'est sûr que si vous allez dans les bois et que vous ramassez 15 kilos de trichome équestre et que vous en mangez tous les jours pendant 10 jours parce que c'est pas cher et que c'est bon, il y a beaucoup plus de chances de déclencher une problématique antigénique que si vous en mangez une fois. Et si vous faites comme moi, c'est-à-dire que quand vous allez dans un bois et que vous récoltez quelques champignons de chaque sorte et que vous mettez une quarantaine d'espèces, une probabilité de déclencher un phénomène immunologique est proche de zéro. Voilà pour l'introduction. J'attends, comme la dernière fois sur le dernier webinaire, de très nombreuses questions. J'ai eu énormément de questions sur la maladie de Lyme et je pense que là, je viens de jeter un petit pavé dans la mare qui va faire que et vous allez sûrement réagir, certains spécialistes ou même des néophytes, et certains champignons que vous pensez bons, même par exemple le rosé des prés ou le champignon de Paris, contiennent tous des bêta-glycanes, ils contiennent tous des stérols, ils contiennent tous de l'ergostérol et ils contiennent tous des principes actifs qui, à des doses infimes, voire hormonales, vont pouvoir agir et à la fois vous maintenir en bonne santé et soigner certaines pathologies. Donc, dans le monde de la mycothérapie, j'ai écrit un petit fascicule sur la mycothérapie que vous pouvez vous procurer au niveau du laboratoire sur demande. Alors, on avait fait une gamme de plusieurs champignons complexes pour essayer d'aider les thérapeutes, les naturopathes dans les magasins. Je reviens un petit peu en arrière sur cette présence parce que pourquoi? Parce que, en fait, quand on mélange plusieurs champignons, c'est un peu comme en homéopathie, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher et en fait, même si c'est pour faciliter un conseil, pardon, si c'est pour faciliter un conseil, je fais machine arrière et je pense qu'il faut essayer de donner un produit unitaire à une personne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'en fait, l'organisme s'habitue. Au bout d'un moment, il peut y avoir une accumulation et puis une sensibilisation à certains produits. Et donc, je pense que faire des petites cures momentanées d'une boîte de gélules, une boîte d'extraits, puisqu'on fait des extraits, peut être tout à fait intéressant. L'agaricus campestris, c'est en fait, c'est le rosé des prés. Donc, l'Agaricus campestris, en fait, sous sa forme un peu anodine, va avoir des qualités tout à fait intéressantes parce que d'abord, il est très peu toxique et on peut quand même en manger souvent. Et il y a des gens qui mangent du champignon de Paris d'une façon assez importante. Il vaut mieux bien sûr manger du champignon frais. Moi, je me refuse à faire du champignon en congelé ou à alors de temps en temps, je me laisse aller à faire un petit peu des champignons au vinaigre pour faire un apéro un peu sympa. Mais le champignon frais va avoir une efficacité quand même qui est bien meilleure sur la santé. Et on a besoin de retourner à la terre. Et ce champignon, ce carpophore qui sort de terre avec cette puissance, à la fois, c'est du rêve un peu. C'est comme quand vous allez ramasser des pommes de terre dans la terre, c'est un peu magique. Et quand vous allez ramasser des bolets, c'est un peu magique. Il y a un caractère magique qui n'est pas uniquement lié à tous les chamans de la Sibérie. Donc, cet Agaricus campestris, il est rosé dessous, et il faut qu'il soit bien rosé, hein, parce que il y a quelques toxiques, pas tout à fait toxiques, mais qui peuvent vous mettre une bonne diarrhée. Le Xanthodermus qui jaunit et puis qui sent le phénol, qui n'est pas agréable du tout à manger. Tous ces Agaricus, la classe des agaricales,
se mélangent entre eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire des clones et ces clones se mélangent. Vous avez l'Agaricus blazei qui est un champignon au départ d'origine de l'Amazonie, qui était le champignon des dieux des Incas. Alors, champignon des dieux, vous allez toujours trouver que c'est les champignons des dieux parce qu'en fait, c'était des fois réservé à des classes sacerdotales ou à des princes ou à des empereurs. Mais certains champignons étaient réservés à des notables. Le blazei va pouvoir comment dire, se mélanger à la Garicus campestris ou à la Garicus bisphora, qui est le champignon de Paris qu'on connaît le mieux. Quand vous allez dans un magasin bio et que vous achetez des champignons, si vous avez des champignons qui sont classés champignons de Paris, mais qui sont marrons, c'est pas des champignons de Paris, c'est pas du Bisporus, mais c'est croisé avec du blazei. Et le blazei a une concentration en principe actif beaucoup plus grande que le campestris ou le champignon de Paris. Donc plus vous allez trouver, souvent au même prix, des champignons un petit peu marrons, prenez donc les champignons marrons dans le magasin où vous allez acheter les champignons. Alors, euh, c'est un des rares champignons avec la veste de loup qu'on peut manger cru. Et il faut faire attention au fait de bien faire cuire quand même les champignons. Et dans certains cas, les blanchir avec de l'eau parce que les principes actifs vont être ce qu'on appelle, ils sont d'abord hydrosolubles et en plus, ils sont détruits par la chaleur. Donc, quand vous avez un doute, si sur des champignons moyens, vous les faites d'abord revenir pas dans de l'huile et dans leur propre jus, mais dans beaucoup d'eau chaude, vous allez avoir à ce moment-là une destruction de toutes les toxines qui peuvent arriver et éliminer dans l'eau de cuisson. Ensuite, donc après le blazei, vous avez le bolet. Boletus edulis, en fait, on croit que le bolet, c'est quelque chose un peu d'anodin. D'abord, c'est pas anodin parce que pour arriver à faire, c'est très difficile de cultiver des bolets parce qu'ils ont besoin de deux spores de façon différente qui vont faire des, des rhizomes plus et moins qui, c'est pas tout à fait sexué, mais en fait, il va falloir cueillir un réseau un petit peu complexe pour pouvoir faire des bolets. Alors, ça a plusieurs noms, hein, les endroits, on retrouve toujours les bolets au même endroit, mais le bolet, il va augmenter les défenses immunitaires, c'est un antioxydant, mais également c'est un aphrodisiaque. Si vous faites un carpaccio de bolet avec juste un petit peu de citron et d'huile et un peu de sel, vous faites ça en tranches sur des jolis beaux bolets, et bien en fait, il va y avoir, parce qu'il contient des stéroïdes, une action quand même qui va agir au niveau de la sexualité et on peut dire que c'est un aphrodisiaque. On va maintenant passer au chaga. Le chaga, c'est un polypore. Dans la thérapie des champignons, dans ce qui est le plus connu, c'est quand même tous les polypores qui sont le plus connus au niveau de l'efficacité et les plus recherchés et les plus connus pour une efficacité en mycothérapie. Le chaga est un anticancéreux, un antioxydant. Il contient, vous pouvez même pas imaginer combien de principes actifs. Et ces principes actifs vont aller de la mélanine, parce qu'il est tout noir, à des résorcines, à des phénols. C'est un antioxydant très très puissant, anti-inflammatoire. Et c'est chaga, ça veut dire que c'est la Cha, ça veut dire thé, ga, ça veut dire boulot. Et en fait, c'est une boisson traditionnelle de certains peuples, dont le peuple Khanty, qui est au nord de la Sibérie. Et vous avez une très belle description dans le pavillon des cancéreux de Solzhenitsyn, qui a été guéri d'un cancer grâce à ce champignon. Alors, il va très très bien agir par la théorie des signatures sur les mélanomes, parce qu'en fait, il ressemble à un gros chancre sur un boulot. Par contre, tous les cancers hormonodépendants vont être beaucoup moins efficaces, moins soignés par le chaga, qui, même s'il est antioxydant et qui va pouvoir aider dans le cadre de traitements à base de rayons ou de traitements par perfusion, aura une incidence il sera moins efficace sur les cancers hormonodépendants. Sur les cancers hormonodépendants, mais également sur la forme et tout ce qui va toucher la sexualité, vous avez le cordyceps.
Le cordyceps, c'est un champignon qui est un parasite par sa chenille. Il va parasiter les chenilles d'espèces de champignons, de papillons. Et en fait, il va pousser à travers et sur le cadavre de la chenille. Il y a toujours une relation entre le substrat et le carpophore. Par exemple, le chaga dont je viens de parler, il contient du salicylate de méthyle, mais ce n'est pas lui qui le fabrique. Il prend le salicylate de méthyle du bouleau et donc il contient un petit peu de salicylate de méthyle. Mais ça n'empêche pas qu'on peut utiliser le chaga, même dans le cadre de traitement où la personne est sous anticoagulant. Pour le cordyceps, c'est pareil. Est-ce qu'il va tirer une partie de la chenille, du papillon, et qu'il va fabriquer des stéroïdes grâce à ça? En attendant, là aussi, c'était appelé le champignon des empereurs et c'était réservé à des classes d'abord qui avaient les moyens. Il faut savoir que le cordyceps, c'est l'équivalent du prix de l'or et c'est assez rare et qu'on ne peut pas cultiver le cordyceps sinensis euh, ailleurs que sur des cadavres d'insectes. Donc vous comprenez bien que aller se balader dans les hauts plateaux du Tibet pour récolter quelques champignons qui ont poussé sur quelques chenilles, sans parler des falsifications, on se retrouve quand même sur une rareté, euh, sachant que parfois le principe actif a été extrait et on vous vend un champignon qui n'a plus rien dedans. Ça existe aussi sur le ginseng. Dès qu'il y a un petit peu d'argent à gagner, l'espèce humaine est assez efficace pour contourner la législation et la moralité. Le Coriolus, en fait, le Coriolus, quand vous regardez, il ressemble. Dans les champignons, la théorie des signatures est quand même très très importante. Quand vous regardez, ça ressemble à un eczéma. Ça ressemble à une pelade, ça ressemble à une croûte. Bon, et ben en fait, le Coriolus versicolore, qui est un champignon très commun, va pouvoir agir sur les dermatoses, l'acné, l'eczéma, les pelliculoses. Et je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas partie de la liste positive des champignons qu'on peut à la fois vendre comme complément alimentaire. Mais toutefois, quand on regarde la liste qui est produite par l'administration, il est dans la liste des produits qu'on pourrait presque vendre. Alors, des fois, il y a des complications entre les différentes législations, mais le Coriolus, pour les problèmes de peau, voire un petit peu de poumon, mais surtout de peau, vous pouvez y aller, le Coriolus est très efficace. Le Hericium erinaceus, en fait, il ressemble à un cerveau avec ses neurones. Donc, vous allez avoir un tropisme actif sur l'Hericium, sur tous les produits et les problèmes neurologiques. C'est-à-dire qu'il va agir sur Parkinson, les pertes de mémoire liées à Alzheimer, les vertiges, les acouphènes. Et en fait, chaque fois que vous allez avoir besoin d'une reconstruction de certains neurones, des axones et tout, avec, comment dire, refaire des ponts et des nouveaux circuits, parce qu'on est en train de perdre un peu ses billes, on va avoir besoin de l'éricium. Les psychégus, pardon, j'en ai besoin parce que vous voyez, je tousse. Les psychégus, c'est le champignon du système respiratoire. Il agit sur la peau, il agit sur la digestion, mais l'Ipsizygus est un champignon qui va avoir un tropisme plutôt sur les problèmes respiratoires. Et là, il faudrait que très très vite je prenne une gélule parce que je ne sais pas, il doit y avoir quelques pollens de graminées qui se baladent dans la pièce. Le maïtake, alors tous ces champignons à base de hake, maïtake, shiitake, tout ça, proviennent de la pharmacopée chinoise et de la pharmacopée japonaise. Donc le maïtake, ça va être un champignon très très efficace. Là aussi, c'est un polypore. Parce qu'il est un peu ubiquitaire. Quand on ne sait pas trop quoi donner, je parle aux naturopathes, donner du maïtake. Il va marcher sur le surmenage, il va marcher sur la dépression, l'insomnie, les pertes de mémoire, l'anti-vieillissement. Et il y a de fortes études à l'heure actuelle sur tous ces polypores, dont le maïtake, qui prouveraient que dans ces maladies modernes, très très liées à
génétique d'une part et aux intoxications alimentaires, au nettoyage, au burn-out. Et à ce moment-là, le maïtake va être une panacée pour des choses un peu diffuses où on ne va pas identifier toujours au niveau métabolisme quel est le problème. Donc, maïtake, quand on ne sait pas, maïtake. Pour moi, c'est quand je ne sais pas, je donne maïtake. Parce que j'arrive pas, bon, je suis pharmacien, je ne suis pas médecin, et j'arrive pas toujours à démêler la cause, parce qu'il faut toujours essayer d'aller soigner la cause. Et le maïtake est tellement ubiquitaire et pas trop toxique. En fait, il y a aucune, comment dire, étude qui va dire qu'on peut pas prendre du maïtake. Donc, prenez du maïtake. On va passer à la pleurote. La pleurote du panico, mais aussi la pleurote, toutes les pleurotes vont avoir surtout une action métabolique, c'est-à-dire sur tout ce qui est glycémie, tout ce qui est cholestérol, tout ce qui est lipides. Dès que vous avez des variations au niveau de vos analyses sanguines sur les triglycérides, le cholestérol, la glycémie, c'est la pleurote qui va être active. On a également, c'est moins connu, mais je l'ai pas pour l'instant dans les champignons que je propose en mycothérapie. La veste de loup semblerait être encore plus efficace sur tous les problèmes métaboliques liés aux triglycérides, à la glycémie, au cholestérol. C'est des études que je vais commencer à mettre en place parce que la veste de loup est quand même un champignon qui est assez courant. Et à part ces capacités qu'il a sous forme de poudre de spore, il contient des antibiotiques importants. Donc, en usage externe, on va utiliser les spores de veste de loup pour des problèmes de mycose. Il contient énormément d'antibiotiques. Il est très, très puissant au niveau de la préservation et de la lutte contre les autres champignons et les bactéries gram plus et gram moins, mais avec aussi cette espèce de capacité qu'il a agir sur la glycémie et le cholestérol. Alors, il faut quand même savoir que quand on a une glycémie importante, je veux dire les diabétiques, on a une plus grande probabilité à attraper des staphylocoques ou des streptocoques qui vont se nourrir, bien sûr, du sucre qu'on a en excès. Donc, la première chose à faire, en part de prendre de la pleurote et des vestes de loup, c'est peut-être de diminuer le sucre et d'agir sur sa propre glycémie. Le champignon le plus utilisé et le plus étudié à l'heure actuelle, c'est le reishi. Au congrès de mycothérapie dimanche dernier, j'ai même appris que le reishi pouvait agir sur les tremblements et sur les impatiences et sur les jambes qui n'arrêtent pas de bouger. Pour moi, je donnais jusqu'à présent du zinc et j'ai appris que souvent, il y avait un problème de transférine sur les jambes sans repos, mais que le reishi pouvait être utilisé également sur les jambes sans repos. Alors, par rapport à la théorie des signatures, le reishi, il ressemble à un foie. Donc, sa première fonction, ça va être un nettoyage par le foie de de toutes les toxines qu'on a au niveau du foie. Et il faut bien savoir que si par hasard on nettoie le foie, tout va aller mieux parce que l'accumulation de problématiques et de métaboliques au niveau du foie va permettre un pas vers la guérison. Alors, ce Ganoderma lucidum, il est là aussi, c'est appelé le champignon de la longévité. Le chi, le ki, c'est l'énergie, hein. Donc, c'est le champignon de la longévité. Et là, encore une fois, on rejoint un petit peu à la fois les dieux, les hommes, les empereurs et les notables. Après, le champignon le plus vendu au monde, c'est le shiitake. Le shiitake, surtout son action vraiment c'est un des meilleurs produits, sans parler de champignons, qui va agir sur l'immunité. C'est un stimulant d'immunité, mais il est tellement stimulant d'immunité qu'il faut être vigilant et parce que s'il est cru et s'il n'est pas suffisamment cuit, c'est un champignon qui, par ses lentinanes, peut avoir, dans certains cas, mais ça peut être assez grave avec parfois des décès, provoquer des dermatoses aiguës. C'est assez nouveau.
Et je me demande si je ne vais pas supprimer les gélules de shiitake que je propose au laboratoire et ne vendre que de l'extrait liquide pour proposer un champignon qui aura déjà été cuit et pas des gélules qui sont quand même issues de produits secs mais crus. Ce shiitake, c'est vraiment une bombe au niveau de l'immunité. Faudrait en manger au moins une fois par mois, mais là encore, il faut pas trop abuser de certains champignons et le shiitake en particulier, mais surtout le faire cuire. À part le champignon de Paris, je pense que même par exemple la girole, qui contient des indoles, tous les champignons ont quand même un petit fond de toxicité, hein. Donc, être vigilant, changer souvent et bien sûr, quand même se rebrancher à la nature en mangeant des champignons toutes les semaines, des champignons crus, pour revenir un petit peu dans une homéostasie, dans un équilibre et retrouver des choses qui ne sont pas toujours des produits congelés, mais qui sont des produits vivants. Dernier point, en termes de conclusion, on va parler de tous ces champignons qui ne fabriquent pas des carpophores. Je parle des pénicillium, je parle de la levure de bière, je parle de tout. Il y a plusieurs millions d'espèces de champignons en fait, et certaines ont des carpophores, les champignons supérieurs, mais énormément n'en ont pas. Et c'est grâce à ces formes de champignons qu'on a pu faire des antibiotiques, les pénicillines, et puis après tous les autres produits issus de fermentateurs, mais également, par exemple, la levure de riz rouge. La levure, c'est une levure, et elle va fabriquer spécifiquement des statines pour diminuer le cholestérol. La levure de riz rouge, le problème, c'est qu'au niveau législation français, si vous avez trop de statine, on va vous dire que c'est pas un complément alimentaire, et si vous en donnez trop, ça peut être toxique pour le foie. Alors, entre le médicament à base de statine qui effectivement va faire baisser le cholestérol, mais il faut pas trop le faire baisser, le cholestérol. On a besoin de cholestérol pour fabriquer des stéroïdes, pour fabriquer nos cortisones, pour fabriquer nos produits de la testostérone, etc. Et je pense qu'à l'heure actuelle, certains laboratoires et certaines personnes qui font du lobbying voudraient qu'on baisse trop le taux de cholestérol. Je pense que à mon époque, on disait à 3 grammes ça va, après 2 grammes 6 parce qu'il y avait le lipentil, maintenant 2 grammes 2 parce qu'il y a les statines. Il n'y a pas que la levure de riz rouge qui a des statines et qui fabrique des statines. Il y a d'autres champignons. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. Et pour conclure, en fait, si on regarde ce règne des fungi, et si on regarde un petit peu tout ce qui est la religion, pour faire du vin, il faut une levure. Pour faire du pain, il faut faire une levure. Pour faire la scène avec le Christ, il faut faire 2 levures, la levure de vin et la levure de bière et la levure de pain. Et par contre, quand il y a eu le pain azime, parce qu'il n'y avait pas de levure, en fait, c'était, comment dire, une abstraction pour la Pâque de tout ce qui pouvait ressembler à Dieu à travers un champignon. Et quand on voit tous ces champignons qui s'appellent le champignon de Dieu, le champignon de ça et tout ça, et que en fait, on est complètement assujetti à cette levure de bière qui est la somme de nos fabrications avec la bière, le vin, le pain, ne serait-ce pas par hasard que Dieu ne serait-il pas une levure, puisqu'il était là avant nous? Je vous remercie de votre attention. J'attends vos questions. Pas grand-chose à rajouter. À part peut-être que, les champignons qui sont utilisés, à l'heure actuelle, en mycothérapie, proviennent pratiquement tous de l'usage millénaire, du Japon et de la Chine. Mais également, il y a beaucoup d'autres champignons qui ont des vertus thérapeutiques, qu'on ne peut pas utiliser soit parce que c'est méconnu, soit tout simplement, parce qu'ils ne font pas partie de listes autorisées de compléments alimentaires. Je vais juste vous donner de petites indications. Par exemple, vous avez le pied bleu.
le pied bleu, Rhodopex nudus, l'Epista nudus, on ne peut pas avoir de nom, et qui va avoir une action sur les mycoses et sur le Candida albicans. Vous avez les lactaires poivrés, pas Vellereus, mais le lactaire poivré, qui lui va avoir une action très efficace sur les infections urinaires. Et je pense qu'on est tout à fait au début d'une nouvelle ère où très nombreuses études scientifiques sont en train de se mettre en place. Et je crois qu'on est sur du balbutiement, pas grâce à l'ethnopharmacie, parce qu'il y a beaucoup de champignons qui ne sont pas locaux. La preuve avec les champignons qui proviennent de Chine et du Japon. Mais je crois qu'on est, ou d'Amazonie, je crois qu'on est tout à fait au début d'un travail très profond sur des doses minimes pour avoir, et peut-être par l'homéopathie, c'est-à-dire qu'un champignon qui va donner des symptômes, si on le dilue suffisamment, et je pense à certains Alzheimer, je pense à certaines maladies auto-immunes qui prolifèrent en ce moment, on pourrait peut-être déprogrammer ces maladies auto-immunes en donnant des champignons qui donnent des maladies auto-immunes, mais d'une façon homéopathique, un peu comme quand on donne Agaricus muscari, la manitue mouche, qui existe et qui est bien documentée en homéopathie, et également Secale cornutum, qui est l'ergot de seigle, qui est aussi un champignon qui donne le feu de Saint-Antoine et qui donne l'ergotisme, qui a été une plaie au Moyen Âge parce que le blé n'était pas suffisamment trié, qui en homéopathie va donner être très efficace, par exemple sur la maladie de Raynaud, sur les problèmes de circulation périphérique, et qui est très bien connu, ergotinum ou séquelles et cornutum en 5CH. Et je pense que là, ça pourrait être un renouveau de l'homéopathie qui, pour l'instant, s'essouffle par manque de combattants, parce que les homéopathes de qualité deviennent rares. Et donc j'encourage les thérapeutes à se pencher sur cette phytothérapie, sur cette mycothérapie qui, malgré comment dire, la peur qu'on peut avoir du champignon, peut ouvrir vraiment une grande porte de recherche et d'efficacité thérapeutique dans les jours et les années qui viennent. C'est vrai que j'étais beaucoup plus long que d'habitude, mais traiter la mycothérapie en moins de 20 minutes, c'est pas possible. Donc, si vous avez des questions, je vois qu'il y en a peut-être qui ont des micros branchés. Je suis à votre écoute. De toute façon, cette prise d'image et de son sera mise, comme tous les autres vidéoconférences, sur YouTube, où vous pourrez me rejoindre, le relire, le revoir et ne pas hésiter à, à me recontacter, à contacter le laboratoire pour se procurer le petit cahier de mycothérapie qui est un petit résumé écrit, mais il y a des gens comme moi qui des fois préfèrent le papier que l'image ou le son, et qui permet de faire ça autant où on veut et pas sur une durée. Appelez le laboratoire et je suis à votre disposition, soit par mail, soit un peu moins par téléphone, mais surtout par mail, pour répondre à vos questions et vous encourager dans cette thérapeutique qui est, à mon sens, une des meilleures. Bonjour, comment accompagneriez-vous une thyroïdite de Hashimoto? Voilà. Alors, là, c'est des questions très très précises. Alors, la thyroïdite, par rapport à des champignons, je ne sais pas. Hashimoto, je ne sais pas. C'est une maladie auto-immune, c'est évident. J'ai rien lu sur ce sujet qui peut traiter de ça. Mais c'est quelque chose que vous me laissez un mois où je vais travailler dessus et où je pourrai vous répondre par mail. C'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, il faut bien savoir que le champignon, il faut donner des choses toujours un peu neutres. Il ne faut pas aller trop vite et trop. C'est pour ça que je disais bien que, par exemple, certains champignons, il vaut mieux essayer de démarrer doucement. Et le champignon de Paris, tout simplement, est un bon équilibreur de notre système immunitaire. On a également le maïtake, qui est un bon équilibreur. Et après, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Par contre, comme ça, sur cette question-là directe, je vais regarder sur la spondylarthrite. Là, j'ai
un petit peu plus de sources. C'est des champignons qui vont avoir des stérols. Donc, je pense que le cordyceps devrait pouvoir avoir une efficacité. Mais par contre, j'ai lu une étude là-dessus, euh, mais je ne l'ai pas en mémoire. Il faut que j'aille la relire et je pourrai répondre avec quelques jours de délai. Mais il y a des solutions hein, sur la spondylarthrite, mais je ne l'ai pas dans la tête. Mais je donnerai du cordyceps. Et sur la thyroïdite, je donnerai Maïtake et Agaricus en alternance. Agaricus, le champion de Paris, soit le Bisporus, soit le Campestris. Ou le Blasi. Il ne faut pas taper trop fort. Moi, j'ai juste une petite question, bonjour. Ah, bonjour. Vous parliez tout à l'heure de. Alors, c'était quel champignon? Le pied bleu pour Oui, les candidoses? oui. Alors, pour les candidoses, déjà, le champion de Paris, si plus vous allez manger de Blasei ou de champion de Paris, de Bisporus ou de Campestris, déjà, il a une action de prébiotique sur les bactéries, parce qu'il y a toujours une compétition dans l'intestin, dans le tube digestif, puisque le candidat, il va de la bouche jusqu'en bas. Et en fait, il va falloir privilégier des bactéries aux dépens du candidat. Donc, pour privilégier des bactéries, il faut prendre des prébiotiques. Et les prébiotiques, le champignon de Paris est un excellent prébiotique. Voilà, alors le pied bleu, il y a des études dessus, comme quoi le pied bleu a une action sur les candidoses en direct. Alors, est-ce que c'est un effet prébiotique? Est-ce que c'est parce qu'il a des inhibiteurs des autres champignons? Parce qu'il faut savoir que certains champignons vont développer des principes actifs contre les autres champignons pour pouvoir garder leur territoire. Et peut-être que, d'ailleurs, la pénicilline, ça vient de là, hein. C'était des champignons qui développaient des pénicillines. Ah, j'ai une question qui arrive. Des pénicillines pour garder la place aux dépens des bactéries qui allaient prendre leur terrain. Et je pense que le pied bleu doit quand même avoir des principes actifs, mais qui n'ont pas été. Il y a un gros travail de recherche à faire sur ces champignons. Alors, le pied bleu, on peut l'acheter, mais on ne peut pas l'utiliser en complément alimentaire. C'est des trucs. Et on peut le vendre. En fait, c'est un champignon qui se cultive. Bon, il n'est pas à la mode, alors on ne le trouve pas dans les magasins, mais c'est un champignon que l'on peut cultiver donc, et qu'on pourrait trouver et l'acheter frais. Par contre, il est pour l'instant pas utilisé pas vendable, pas autorisé dans les compléments alimentaires où il y a une liste très précise de champignons qui sont autorisés. Et par exemple, dans le Coriolus versicolore qui n'est pas autorisé, il y a un autre Coriolus qui lui est utilisé et est autorisé. Et pourquoi? Ça, c'est l'Europe, ou je ne sais pas, ou des spécialistes qui tranchent d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas bien pourquoi. Alors, j'ai comme question, merci beaucoup pour toutes ces informations. Concernant le champignon de la peau, peut-il utiliser directement sur la peau comme une solution locale? C'est une très bonne question. Il faudrait essayer. Il faudrait faire tremper du Coriolus versicolore dans une solution hydroalcoolique à 30 degrés et l'utiliser en externe sur l'eczéma. Ça pourrait, pourquoi pas, enfin, ou sur les problèmes de peau. Pourquoi pas? Après, moi, j'utilise l'argent colloïdal qui va pas mal du tout sur ce genre de produit, mais ça pourrait être à faire. Bon, la spondylarthrite ankylosante, moi je pense que pour l'instant, le cordyceps peut avoir un effet parce qu'il est, comment dire, cortisone-like. Euh, mais ça va agir sur les symptômes, mais je ne pense pas que ça va agir sur la cause de la spondylarthrite. C'est pour ça que je demande un peu de temps pour aller plus loin. Alors, le pied bleu, je viens d'y répondre. Ben, oui, bien sûr. Donc, pour les candidoses, alors, la question c'est, bonjour, vous parliez du pied bleu pour les candidoses. Avez-vous des préconisations pour les candidoses digestives pour éviter le kétoconazole? Ouais. Euh, alors, bien sûr, il y a l'argent colloïdal par voie interne qui peut avoir une action. Également, on peut aussi supprimer tout ce qui est acide parce que le candidat, il aime bien l'acidité. Donc, on peut, par exemple, prendre un peu de bicarbonate ou prendre des produits plus spécifiques, vecteurs énergifés, qui peuvent
Donc, je parle au Gastranet qui contient du bicarbonate, le floraldanète et un pansement gastrique qui, en descendant le long du tube digestif, va avoir une action inhibitrice sur le candida, mais également sur l'hélicobactère. On a des résultats comme ça sur l'hélicobactère. Après, ben, le keto, tous les antifongiques chimiques qui sont quand même assez toxiques, il vaut mieux faire une cure forte, pas longtemps, qu'en prendre tous les jours ou toutes les semaines. Voilà. Mais la solution, c'est quand même d'essayer d'éviter trop les aliments acides, lactés et le sucre, au niveau conseil. Alors, un rappel sur la production des gélules et solutions. Les solutions, en fait, on traite le champignon exactement comme une plante en phytosphagyrie, c'est-à-dire qu'il y a une macération dans du vin rouge. Après, on presse, on évapore, il y a 15% de champignons en concentration. On évapore l'alcool, on remplace l'alcool par la glycérine. Le goût du coup est assez agréable et il faut 10 millilitres par jour pour l'efficacité. Les gélules, ben, c'est de la poudre de champignons bio qui a été analysée et qui parfois est un petit peu dopée parce qu'on va enlever un petit peu la chitine et puis les principales les choses qui ne servent pas pour garder surtout les polysaccharides. Et ça provient d'un grossiste allemand, mais 80% des poudres de champignons à l'heure actuelle proviennent de Chine. Hein. Ben, la thyroïde, oui, c'est un peu la même question. La thyroïdite Hashimoto, je pense qu'il faut agir pour équilibrer le système immunitaire. Par contre, on a, mais ce n'est pas des champignons, au laboratoire, un complexe de plantes qui s'appelle le numéro 17 en phytosphagyrie, qui contient 2 plantes qui sont hyperthyroïdiennes et 2 plantes qui sont hypothyroïdiennes pour pouvoir équilibrer la thyroïde et pour pas que ses propres anticorps attaquent la thyroïde. Ça fait une espèce de protection. Ça retarde. Hein. Pour l'instant, on n'a rien pour guérir une maladie d'Hashimoto, sinon on le saurait. Mais il faut essayer d'équilibrer et de retarder le moment où la réaction antigène-anticorps fonctionne sur la thyroïde, ce qui est heureusement, malgré tout, une maladie lente. Et que très souvent on calme en donnant justement du lévothyrox ou un petit peu d'hormones pour déjà faites, T3, T4, hein, et pour que la thyroïde travaille moins. Et si elle travaille moins, elle amène beaucoup moins d'anticorps et de réactions anticorps-antigènes. Voilà, j'ai répondu aux quelques questions, mais ça c'est sympa maintenant si on peut les avoir par écrit. Et je vous remercie parce qu'on est de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cet exercice et de plus en plus nombreux à regarder le résumé sur YouTube, surtout le dernier avec la maladie de Lyme. On a eu énormément de questions, de retours et je vous remercie de votre écoute. Je profite également du moment pour dire à ceux qui veulent ou qui peuvent que je vais faire du 15 au 18 août une formation sur les sels de Schussler. Les sels de Schussler, vous pouvez déjà aller faire une petite recherche sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une introduction, mais là, ça va être quelque chose d'un petit peu plus complet qui permettra en 4 jours de pouvoir conseiller efficacement un des 12 sels. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.